Bonsoir à tous, bienvenue dans Point de Vue. Ravi de vous retrouver pour cette émission du vendredi. On a choisi 4 sujets aujourd'hui, on espère qu'ils vont vous intéresser. On les découvre tout de suite en images. Les Français se plaignent-ils trop? C'est en tout cas le reproche que leur a fait le président de la République hier. Il était en déplacement à Colombey-les-Deux-Églises. On aimerait bien avoir votre point de vue sur ce sujet. On va aussi parler de la redevance télévisuelle. Après la ministre de la Culture, c'est une parlementaire, Aurore Bergé, qui rêve de l'étendre à tous les contribuables, y compris ceux qui n'ont pas la télé. Est-ce que c'est un peu fort de café? Eh bien, vous nous le direz. Et puis, on va parler du rôle du Premier ministre. On fête cette semaine l'anniversaire, le 60e anniversaire de la Constitution de la Ve République. Et François Hollande a une idée originale, c'est supprimer le Premier ministre, enfin le poste de Premier ministre évidemment. Et puis on parlera de Charles Aznavour. Il y a quelques heures, le président de la République lui a rendu hommage dans la cour des Invalides, un hommage officiel, solennel même. Est-il bien adapté pour un homme qui était un grand chanteur, un artiste? Vous nous donnerez là aussi votre point de vue. Je vous présente tout de suite les 4 invités qui ont accepté de discuter de ces sujets avec nous. Bonsoir Nicolas Bouzou. Bonsoir. Vous êtes économiste, fondateur du cabinet de conseil Asterès. Vous êtes le co-auteur avec Julia de Funès d'un livre qui s'appelle Le management ou la comédie inhumaine. Ça vient de sortir aux éditions de l'Observatoire. C'est dans la liste des meilleures ventes de livres. Et ça parle du caractère un peu inhumain et parfois même barré du management moderne. Bonsoir Guillaume Bernard. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence à l'ICES. Votre dernier livre, La guerre à droite aura bien lieu, le mouvement d'Extrogir, a été publié aux éditions Desclés de Brouwer. Daniel Bilalian est là aussi. Bonsoir Daniel, on est ravis de vous accueillir. Vous êtes journaliste, ancien directeur des sports de France Télévisions. L'un de vos livres est réédité. Il s'agit du camp de la goutte d'eau, Ravarouska, qui est un camp de représailles allemand dans ce qui est aujourd'hui l'Ukraine, je crois, est réédité aux éditions des Presses de la Cité. Et puis nous accueillons aussi avec plaisir notre confrère Éric de Couty, directeur délégué de Marianne. Votre hebdomadaire, Éric, met cette semaine 2 sujets en couverture. Le pouvoir d'achat, le grand mensonge. Pour vous, le pouvoir d'achat baisse. Ça tombe bien parce qu'on va en parler pas plus tard que dans un instant. Et puis, les guignols, allusion aux derniers épisodes lyonnais de la vie du gouvernement d'Emmanuel Macron et Édouard Philippe. On commence donc par passer quelques minutes sur ces déclarations, peut-être à l'emporte-pièce, mais peut-être pas, qu'a eu le président de la République. Il était hier donc à Colombey-les-Deux-Églises et il était interpellé par des Français retraités qui se plaignaient de leur situation. « Arrêtez de vous plaindre », leur a-t-il répondu en substance. Et pas si en substance que ça. Écoutez. Vous savez, le petit-fils du général, tout à l'heure, en me faisant visiter la boisserie, m'a dit on pouvait parler très librement, la seule chose qu'on n'avait pas le droit de faire, c'est se plaindre. Ah bon? Eh ben, je trouve que c'était une bonne pratique qu'avait le général. Oui. Vous savez, le pays se tiendrait autrement, c'était comme ça. Non mais on ne se rend pas compte de la chance immense qu'on a. Alors, il me semblait me souvenir qu'il y a quelques semaines, le président de la République lui-même s'était plaint que les Français, c'était un peuple gaulois irréformable. Enfin bref, il a changé d'avis apparemment. Mais revenons-en au fond. En gros, le président de la République dit on n'a pas de raison de se plaindre, notamment les retraités, parce qu'on vit plus vieux, parce qu'on vit en bonne santé. Est-ce que c'est de la réalité, Éric de Couty, ou bien est-ce que on a raison vraiment de se plaindre de notre sort en France? Non mais c'est une petite phrase qui n'a pas de sens. C'est-à-dire que qui se plaint et qui a les raisons de se plaindre? Évidemment qu'il y a des gens qui sont malheureux, qui sont dans la difficulté. Je ne sais pas, les gens à qui il parlait, il s'adressait hier lorsqu'il a sorti cette phrase. On a publié la semaine dernière ou il y a 2 semaines un dossier sur les petites retraites et sur ce que les gens payaient. Il y a des situations où des gens sont dans une grande difficulté. Donc je trouve que dans cette petite phrase, si on considère que la forme c'est le fond, il y a quelque chose d'outrancier et de choquant. À peu près comme de la même façon qu'il avait fait cette saillie devant le jeune horticulteur. Ça dépend à qui on s'adresse. Il avait dit il n'y a qu'à traverser la rue pour trouver du travail. Voilà, ça dépend à qui on s'adresse. Il y a des gens, qui n'ont pas de raison de se plaindre, et puis il y a d'autres gens, il y a d'autres personnes qui sont dans la difficulté et pour lesquelles c'est difficile. Je trouve qu'il y a quelque chose d'irrespectueux et de choquant dans cette petite phrase, encore une fois, à l'emporte-pièce. Alors on vous pose la question sur Twitter, selon vous, les Français se plaignent-ils trop? C'est très partagé pour l'instant, hein. Vous êtes 56% à nous répondre oui, donc une vraie majorité, mais pas écrasante non plus. Et puis il y a ce point de vue de Christine qui nous dit non, les Français, du moins les retraités, se plaignent pour de bonnes raisons, donc ils ne se plaignent pas trop, il faut être juste. Notre président devrait se dire que nous n'avons pas tous les mêmes revenus. Nicolas Bouzou, comme toujours, la situation n'est ni blanche ni noire. En gros, ça va plutôt bien sous Macron quand on est salarié, de préférence non fumeur et qu'on prend le train. En revanche, quand on est retraité un peu aisé, alors là, on déguste.
Non mais, vous savez, il y a cette idée depuis le début du quinquennat selon laquelle les retraités sont privilégiés par rapport aux actifs et donc il est légitime d'opérer des transferts de revenus des retraités en faveur des actifs. En augmentant leur CSG. On a vu ça 2 fois. Alors il y a eu la CSG, mais il y a autre chose. Dans le budget 2019, les pensions des retraités sont revalorisées de 0,3%, ce qui veut dire qu'en termes de pouvoir d'achat, ils vont perdre à peu près 2%. Donc quand même une baisse de pouvoir d'achat qui est assez forte. Mais cette analyse, en réalité, elle est assez fausse parce que c'est vrai que quand vous regardez les revenus des actifs en France sont un peu plus faibles que les revenus des retraités. Mais ce n'est pas lié à un niveau de vie extraordinaire des retraités. C'est lié au fait qu'en France, nous avons énormément de chômage depuis très longtemps et un chômage qui plus est concentré sur les jeunes. Et c'est ça qui crée cette inégalité. Et donc, les jeunes ont moins besoin de l'argent des retraités que d'avoir des emplois et des logements. Et donc, je comprends finalement qu'au bout d'un moment, les retraités ont un peu l'impression d'être stigmatisés et on est un peu marre. Puis je trouve que cette phrase du président de la République, elle n'ouvre pas un débat intéressant. J'avais en effet soutenu sa remarque par rapport à ce jeune horticulteur, mais qu'on soit d'accord ou pas avec le président, au moins, ça avait généré un débat sur les offres d'emploi, est-ce qu'il faut accepter toutes les offres d'emploi, etc. Enfin, derrière, il y a eu quand même un débat qui est intéressant. Là, on a vraiment l'impression d'un agacement du président et finalement qui mène à pas grand-chose, selon moi. Guillaume Bernal, vous a choqué cette phrase ? Arrêtons de se plaindre. C'est ce que nos parents nous disaient. Arrête de te plaindre, il y a plus malheureux que toi, quand on n'avait pas envie d'aller à l'école. Oui, enfin, en l'occurrence, c'est une mesure ou une formule d'éducation, d'entraînement à l'effort, et c'est pas la mesure, c'est pas la formule qu'on est en droit, me semble-t-il, d'attendre d'un président de la République, qui est plutôt là quand même pour essayer de faire une cohésion, d'emmener, je dirais, la totalité du corps social vers un objectif. Or là, on a l'impression qu'avec une succession de petites phrases, eh bien, il divise plus qu'il n'unifie. Moi, il me semble qu'il y a quand même, outre les éléments qui ont été présentés, il y a quelque chose qui mérite quand même d'être noté, c'est que pour beaucoup de Français, il y a quand même le sentiment qu'il leur est demandé des efforts, tandis que par ailleurs, je dirais, il y a une débauche ou une gabegie d'argent public qui est quand même assez constatable. Et donc c'est la distorsion entre les deux. C'est d'une part le fait qu'il y a à l'évidence une partie de la population qui est dans une situation beaucoup plus compliquée. Il y a une paupérisation des classes moyennes. Il y a même, je dirais, un surtravail produit par un certain nombre de personnes pour pouvoir conserver son travail avant de toucher le chômage, qui fait qu'à l'évidence, il y a plein de gens qui ne sont évidemment pas des traînes savates, qui sont des gens courageux. Donc il y a d'une part cette distorsion entre une partie de la population infinitésimale qui ne connaît pas de difficultés, et il semblerait qu'Emmanuel Macron fasse partie de cette population-là. De l'autre côté, d'autres qui connaissent des efforts à fournir. Et puis, de manière plus générale, la distorsion entre les efforts qui sont demandés au corps social dans sa globalité et, je dirais, des dépenses publiques qui ne cessent effectivement d'augmenter. Alors du coup, ça nous amène à un deuxième élément qui est: est-ce que l'on ne vit pas de manière générale au-dessus de nos moyens ? Est-ce que le fait que la dette publique atteigne 100% du PIB, ça ne signifie pas le fait qu'il faudrait établir une hiérarchie des priorités dans les dépenses publiques qui mériterait effectivement, je dirais, une réorganisation des services publics, de la dépense, des interventions de l'État. Voilà. Le débat vous passionne aussi sur Twitter. De très nombreuses réactions. Brigitte nous dit: nous sommes des Gaulois réfractaires et nous nous plaignons trop. Ben voyons, le général de Gaulle a eu le courage de porter sa présidence au référendum quand il a senti l'impopularité. André nous dit: les Français ne se plaignent pas, ils se plaignent de la politique du président. Nuance. L'Écho nous dit: le coup de la petite phrase méprisante pour faire oublier l'échec de Gérard Collomb, il l'a fait à chaque fois qu'il s'est retrouvé en porte-à-faux. Daniel Bilalian, est-ce que, même si ce que dit le président de la République peut être vrai, il ne fallait pas le dire ? Écoutez, moi, je vois ce phénomène, ce qui s'est passé là, sous un autre aspect. C'est celui des tentatives manquées depuis un certain temps du président Macron pour avoir l'air proche de nous. Et je crois qu'il a des réflexions de quelqu'un qui n'est pas proche de nous du tout. Et en plus, là, il prend à témoin le général de Gaulle. Comment on peut oser, à colomber les deux églises, dire que le général de Gaulle se plaignait des Français en faisant référence à son fils? Je pense que, franchement, ce que pouvait dire le général de Gaulle à ses enfants n'a aucun rapport avec ce qu'il a dit là. Les Français ne se plaignent pas en général. C'est lui qui va au contact des gens en pensant avoir l'air proche d'eux. Et chaque fois, il montre que c'est pas la position d'un chef d'État de s'engager dans des discussions de bistrot comme ça. Il y a des bistrots pour ça, avec le pastis. Entre nous, on peut discuter. Mais là, moi, ce que je reproche au président de la République, c'est de se comporter comme quelqu'un qui veut avoir l'air d'eux. Et plus il veut avoir l'air d'eux, moins
il est proche de nous. Moins il est proche de nous. Quand il sert les deux garçons aux Antilles, c'est pas digne d'un président de la République. Là, quand il fait cette réflexion à ce pauvre monsieur devant, il ne doit pas s'arrêter là. Je ne vois pas le général de Gaulle s'arrêter dans les rues pour discuter, mais aucun de ses successeurs. D'ailleurs, il est le premier à faire ça. Moi, ce que ça me prouve à moi, en dehors de tout, c'est qu'il est vraiment très loin de nous. Il est vraiment dans un univers qui n'a rien à voir avec celui que les Français moyens, et ce n'est pas péjoratif, vivent au jour le jour. Éric Decoutty, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est déréglé là? Parce que pendant la campagne présidentielle, il s'est passé quelque chose entre Emmanuel Macron et les Français. Il y a eu une espèce de coup de foudre, même si il y a eu une minorité qui votait pour lui au premier tour. Et tout ça, maintenant, on a l'impression qu'il a un peu perdu la main, qu'il a perdu le contact. Bien sûr qu'il a perdu la main. Moi, je suis en partie d'accord avec ce que vous avez dit. C'est-à-dire qu'on voit bien que là, il y a une tentative justement de retrouver le contact avec le peuple. Il surjoue aux Antilles. On le voit bien, c'est la rentrée, ces mois d'août et de septembre qui ont été catastrophiques. Les sondages sont désastreux. Et il y a cette idée de vouloir se rapprocher du peuple. Et donc, on fait un peu n'importe quoi. Et à chaque fois, il y a ces petites phrases qui sont là, qui viennent comme si, finalement, il n'avait pas tant de surmoi que ça et qui venaient de révéler sa vraie nature. Cette distance, il y a cette distance qui est considérable. Donc oui, il a perdu le fil apparemment. Attention simplement à une chose, c'est que la seule véritable mesure, ce seront les résultats. Est-ce qu'il aura des résultats à terme? Si dans 2 ans, sa politique donne des résultats, ces petites phrases, on les aura oubliées, ça ne comptera plus. Si en revanche, il n'a pas de résultat, on mettra sur le dos de cette incapacité à communiquer directement avec le peuple. Nicolas Bouzou, on profite d'avoir un économiste sur ce plateau. Est-ce que ça va aller mieux l'année prochaine? Est-ce que les Français auront moins de raisons de se plaindre? On dit que les mesures prévues par le président de la République de baisse des charges sociales, de baisse de la taxe d'habitation ou de suppression même, vont porter leur fruit l'année prochaine. C'est encore des promesses ou c'est vrai? Non, avant l'année prochaine. C'est l'INSEE qui le dit, qui vient de sortir sa note de conjoncture et qui nous dit au fond le pouvoir d'achat a été mauvais au premier trimestre parce qu'il y a eu la hausse de la CSG qui n'avait pas été complètement compensée par les baisses de charges. Mais en fin d'année, on a des baisses de charges salariales, donc ça c'est bon pour les actifs, et puis on va avoir le début de la suppression de la taxe d'habitation, et donc ça c'est bon pour tous les gens qui payent la taxe d'habitation. Donc on devrait avoir une amélioration du pouvoir d'achat. Mais alors vous voyez, ce qui est intéressant et ce qui m'inquiète un peu, c'est que j'ai peur que tous ces messages, toutes ces polémiques parasitent la confiance et qu'au fond, la question de la taxe d'habitation, elle passe complètement au second plan parce que les gens ne comprennent plus le sens de l'action du gouvernement. Ils se disent qu'on a un gouvernement qui envoie des signaux contradictoires. Et donc, cette suppression du premier tiers de la taxe d'habitation, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai peur qu'elle ne se traduise pas par une relance économique, par de la consommation, parce que les gens fondamentalement sont inquiets et parce que, voilà, vous voyez, toutes ces polémiques ont aussi parasité, je trouve, 2 moments gouvernementaux qui étaient très intéressants ces dernières semaines, qui étaient le plan anti-pauvreté et le plan santé. C'était quand même des choses, il y a eu des vraies annonces, qu'à mon sens j'ai trouvé positives, et finalement on n'en a quasiment pas parlé, elles ont été complètement occultées par ces problèmes de style. Justement, un mot sur ces polémiques dont le chef de l'État est le seul responsable. Ah mais absolument, c'est lui qui est le seul. Non, mais c'est simplement, Non. c'est lui qui est responsable. Quand il parle de péripéties après la démission de Gérard Collomb, les péripéties, il en est pour l'essentiel le responsable. C'est lui qui les a créées. Comme s'il était son meilleur opposant. En même temps, à la décharge du président de la République, aujourd'hui, ce qu'on appelle l'information en continu, qui a besoin de gasoil toute la journée pour fonctionner, transforme 4 personnes qui attendent l'autobus, qui a un quart d'heure de retard, en manifestation. Alors, restons calmes. Un dernier mot là-dessus. On est responsables, nous, les journalistes. Un dernier mot sur le fait que j'entends bien qu'évidemment les résultats économiques de Macron seront susceptibles, je dirais, de redonner ou non de la confiance au pays. Mais il n'y a pas que les questions économiques, il n'y a pas que le pouvoir d'achat. Or là, l'attitude que le président de la République a traduit d'une manière générale le comportement, je dirais, de ce qu'on a appelé, de ce que Jean-Pierre Chevènement avait appelé les élites mondialisées, qui semblent en détachement total de la réalité de la vie. La vie qui est liée à la question de la retraite, de l'emploi, etc., mais qui est liée, bien entendu, à d'autres sujets. La question de la sécurité, la question de l'identité, et bien d'autres, et qui rentrent peut-être autant en jeu dans la question de la confiance que l'on a et dans l'exécutif et dans l'avenir du pays que les questions économiques. Or, le président de la République ne parle que de ça. Dans les polémiques, il n'y a quasiment que ça. Quelques réactions
sur celles que nous avons reçues. Elles sont nombreuses sur le Figaro.fr. Tania nous dit « Je suis d'accord avec le président sur le fond et avec le fait qu'il est bon de s'entendre dire la vérité de temps à autre. » Stécris, toujours sur le Figaro.fr, n'est pas du tout d'accord. Elle nous dit « Je pense que Macron ferait mieux de se montrer digne de la fonction plutôt que de faire de la petite phrase. » Sur le Figaro.fr, toujours, Tania, les Français sont des Italiens de mauvaise humeur, c'est mondialement connu. Et Marcel, à qui on donnera le mot de la fin, c'est que, hélas, nous avons maintes raisons de nous plaindre. Il faut que le président apprenne à écouter tout le monde. Un autre sujet qui va peut-être pas améliorer le moral des Français, si ce projet aboutit. Françoise Nyssen, la ministre de la Culture, il y a quelques semaines, avait évoqué l'idée d'augmenter la taxe pour la redevance télévisuelle, pour être plus précis, l'idée qui avait été abandonnée, et Aurore Berger, qui est députée de La République En Marche, mais qui est surtout l'auteur d'un rapport sur l'avenir de l'audiovisuel, est revenue à la charge, c'était ce matin sur RTL. Pour elle, tout le monde doit payer la redevance télé, même ceux qui ne l'ont pas, la télé. Déjà, on ne consomme pas la télé forcément devant un téléviseur. Et il y a une cohérence à avoir, déjà face aux avancées technologiques. Puis une forme d'équité aussi à avoir. Aujourd'hui, c'est surtout les CSP+, par exemple, qui ne payent pas la redevance parce qu'ils regardent la télé non pas devant un téléviseur, mais devant leur tablette ou avec leur smartphone, par exemple. Allez, Nicolas Bouzou, encore un nouvel impôt ? Bah oui, vous répondez à ma place. Je pensais qu'il n'y en aurait pas de nouveau. Non mais vous voyez, là on est vraiment face à un problème, à mon avis, gravissime. Comment l'un des grands problèmes de la politique économique dans ce pays, c'est qu'elle n'est pas crédible. Mais ce n'est pas lié à ce gouvernement, c'est quelque chose qu'on connaît depuis extrêmement longtemps, parce qu'il y a en permanence des signaux contradictoires. Et notamment sur la fiscalité. Tous les présidents de la République, en tout cas les trois derniers, Emmanuel Macron, François Hollande et Nicolas Sarkozy, ont à chaque fois quasiment juré sur leur Dieu qu'il n'y aurait pas de nouveaux impôts, pas de création d'impôts. Et 2 ou 3 jours après, on a réapparition d'un impôt, d'une taxe, etc. Et ce gouvernement est en train de tomber dans ce panneau. Donc comment voulez-vous ensuite que les gens, je reviens à mon histoire de taxe d'habitation, j'en fais pas une obsession, mais les gens se disent, on nous supprime la taxe d'habitation, c'est pour mieux nous reprendre de l'argent ailleurs. Et le problème, c'est que je ne suis pas en capacité de leur donner tout à fait tort quand j'entends Aurore Berger, qui est une amie, une personne charmante par ailleurs. Voilà, sauf que ce n'est pas décidé pour l'instant. Et puis, oui, mais elle est parlementaire de la majorité. Et elle est médiatique et elle est connue. Et en plus, effectivement, c'est déjà la deuxième tentative après celle de Françoise Nyssen. Éric Descouty, cet argument, quand même, il est assez recevable. Aujourd'hui, les gens regardent aussi la télévision sur leur PC, sur leur tablette, sur leur smartphone. Donc, il est logique de faire payer tout le monde ? Mais pour rejoindre ce que vous avez dit, il y a un effet de sens. Alors effectivement, c'est un ballon d'essai. Je pense que c'est pas gratuit. Elle lance ça pour voir la polémique, voir comment ça va prendre, et puis on reviendra. Mais pourquoi pas une taxe sur le tabac pour les non-fumeurs ? Parce que quand on reçoit ça là, qu'on est simple citoyen, qu'on n'a pas on ne comprend rien. Alors après, vous pouvez me justifier autant que vous voudrez en disant « mais oui, vous avez un ordinateur pour regarder la télé ». Mais j'entends ça, quand on parle que c'est d'abord de la confiance, c'est d'abord une impression, le pouvoir d'achat. Est-ce qu'on se sent les moyens de pouvoir acheter ? Eh bien là, c'est désastreux. Effectivement, ce que vous dites, oui, une taxe sur le tabac si on n'est pas fumeur, une taxe sur l'essence si on n'a pas de voiture, etc. C'est désastreux. Alors, j'ajoute quelques chiffres. Donc, la redevance, c'est 139 € par foyer. Et il y a 73% des foyers fiscaux qui la payent. Ça veut dire qu'il y a à peu près un Français sur 4 qui déclare au moment de payer sa taxe d'habitation qu'il n'a pas la télévision et que donc il ne la paye pas. Daniel Bilalian, vous avez été l'un des piliers du service public télévisuel en France. Est-ce que vous voyez cette réforme d'un bon œil si elle permet d'apporter plus d'argent à France Télévisions ? Non, ce qui était justifié, la redevance de montant. Pour me voir, il fallait payer, mais il n'y avait que et pour payer un salaire sûrement confortable. Que cette possibilité-là. Vous aviez 3 chaînes de télévision, 4 chaînes avec TF1. Donc il n'y avait rien de plus normal. Et puis les choses étaient simples, les gens aiment les choses simples. Avant, quand vous alliez acheter votre poste de télévision, vous remplissiez un papier et le vendeur de poste de télévision vous déclarait au fisc et vous receviez une redevance. Ce n'était pas plus compliqué. Comment laisser penser que des jeunes aujourd'hui, face à leur smartphone, qui ont des abonnements à Netflix, à droite, à gauche, vont payer une redevance ? C'est une couillonnade de dire ça. Comment ? Même comme un ballon d'essai. Et alors, je ne parle pas du reste, on va supprimer la publicité sur Radio France, mais on va rajouter la publicité sur France 2 le soir pendant 5 ans. Pourquoi 5 ans ? On sait pourquoi l'enlever, c'était pour faire plaisir à Bouygues de la part de Sarkozy. Bon, n'y revenons pas, c'est pas ça, c'est passé comme ça, ça s'est passé comme ça. Non, mais je veux dire, on est au niveau d'Annery. Et justement, ces jeunes députés qui arrivent du mouvement En Marche, on sent que ce ne sont pas des politiques pour sortir des choses comme ça. Ce ne sont pas des politiques, c'est bien ça le problème. Et des Annery, ils en sortent toutes les semaines, infaisables. Ça, c'est infaisable ce qu'elle a dit là.
Comment vous allez expliquer à un gamin de 18 ans qui a 3 téléphones, qui est toute la journée branché, qu'il faut qu'il paye une redevance? La redevance, c'est 1958 pour voir le général de Gaulle. Pointe à la ligne. Avec Michel Droit. Avec Michel En plus, Droit. c'est l'époque où la télévision publique était moins de gauche qu'aujourd'hui, donc on avait peut-être plus envie de la regarder. Là, c'est un témoignage personnel que je vous donne. Si vous voulez savoir, la télévision publique a été sous la... non pas la menace, mais était très dirigée par le gouvernement jusque dans les années, moi je connais bien ça, jusque dans la cohabitation de 86, a mis un terme à la puissance publique à la télévision. La vraie liberté des journalistes de télévision, c'est 86. Entre Chirac et Mitterrand, là, ça a été fini. On faisait semblant d'écouter l'un pour ne pas écouter l'autre. Et donc, ça s'est terminé à ce moment-là. On a retrouvé notre entière liberté, ce qui n'avait pas toujours été le cas auparavant. Michel Droit n'était pas indépendante. Même si sur certains médias du service public, je pense à France Inter par exemple, on a surtout la liberté d'être de gauche. En tout cas, c'est ce que ressent l'auditeur. Mais ça encore, c'est un avis personnel. Est-ce que c'est une bonne idée Je ne dirais pas de gauche, je dirais bien pensant. Est-ce que c'est une bonne idée d'élargir la redevance télévisée? 78% de nos internautes trouvent que non. C'est votre point de vue sur Twitter. On nous dit, c'est écrit, pourquoi ne pas proposer d'être dispensé de redevance en échange de ne pas recevoir les chaînes publiques? Jean Debout nous dit, taxe et retaxe, stop, ça suffit. Anti-Max sur le Figaro.fr. Nicolas Bouzou a raison, c'est une nouvelle taxe par semaine ou presque. Et sur le Figaro.fr encore, Guillaume, à quand la taxe pour respirer l'air ambiant qui nous entoure? Guillaume Bernard, est-ce que vous n'avez pas envie de soutenir le gouvernement ou la majorité sur ce sujet? Parce que les points de vue sont presque convergents. Qu'il y ait d'abord, qui dit redevance, dit usage. C'est quand même un élément extrêmement important. Et donc, parce que l'on a l'usage des chaînes publiques, on est à payer ces chaînes publiques, directement ou indirectement, à la limite, pourquoi pas? Vous voyez, finalement, je les défends peut-être un tout petit peu. En revanche, moi, je voudrais mettre le doigt sur une question. La redevance est aujourd'hui de 140 euros. 139 euros. Mais pour combien de chaînes? On a besoin de X chaînes de radio, de X chaînes de télévision. Public. Je veux dire, quelle est la justification de l'existence de toutes ces chaînes et de toutes ces radios? À la limite, si les gens acceptent encore aujourd'hui de payer 139 euros, c'est qu'inconsciemment, ils pensent que c'est pour avoir la télévision. Si on leur disait que c'est uniquement pour les chaînes publiques, je ne suis pas sûr qu'ils paieraient aussi facilement. Je pense que les gens pensent aussi cher. Je pense que les gens en général pensent que c'est pour avoir la télé. Voilà. Qu'il y ait une chaîne publique qui diffuse la comédie française, moi ça m'irait très bien. Nicolas Bouzou, est-ce que l'économiste libéral que vous êtes considère comme justifié qu'il y ait un service public de cette taille en France aujourd'hui? Non, qu'il y ait un service public de télévision, oui, je pense que c'est tout à fait justifié. Il y en a dans tous les pays du monde et certains sont très qualitatifs. Au Royaume-Uni, la BBC, c'est quand même une très belle réussite. Donc non, en revanche, mais ça, je crois que c'est ce que le président de la République a à l'esprit. Il y a évidemment trop de chaînes. Il y a trop de chaînes publiques. Il y en a certaines qui sont tout à fait confidentielles et ça coûte quand même assez cher et la redevance est relativement élevée. Donc je pense qu'il faut rationaliser ça, mais bien qu'étant libéral, je suis quand même pragmatique, donc je n'achète pas l'idée selon laquelle on pourrait imaginer une télévision complètement privée. Il y a très peu de pays dans lesquels ça existe. Éric Decoutier, vous trouvez qu'il y a trop de chaînes dans l'audiovisuel public en France? C'est évident. Il y a des chaînes qui sont, d'ailleurs, je crois que c'est, je ne sais plus laquelle, j'ai oublié le nom, le chiffre, c'est la 4, qui a un auditoire dérisoire. Enfin, c'est quelques centaines de milliers de téléspectateurs qui la regardent. Donc, effectivement, moi, je trouve que le service public, il est plutôt de qualité. Je ne suis pas un gourmand de télévision, mais je trouve qu'on a un service public qui est plutôt de qualité. Je pense qu'on aurait plutôt intérêt à réduire ces chaînes. Mais au-delà de cette question qui est technique et que moi, je ne me permettrai pas sur lequel je me permettrai d'avancer, sur le plan politique, je trouve que cette saillie, vous l'avez déjà dit, elle est désastreuse. On nous annonce la fin de la taxe d'habitation. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui peut être ressenti comme une avancée dans l'esprit des citoyens, paf, il y a quelque chose qui vient et qui lamine la dimension. J'entends en termes de communication politique, je trouve que depuis plusieurs mois, ce gouvernement est désastreux. Mais là, on est au cœur, je crois, vraiment au cœur des difficultés du gouvernement actuel. C'est-à-dire qu'on nous avait vendu une transformation et un changement, et nous retrouvons très exactement tous les travers de ce qu'ils appellent l'ancien monde. Oui, mais très exactement, sur tous les sujets. Et donc je pense qu'on est vraiment. C'est-à-dire, l'ancien monde, c'est augmenter toujours les impôts, c'est ça? Bien sûr, ça typiquement en matière de politique fiscale, en matière de politique budgétaire. Le budget 2019, c'est du Hollande en un peu mieux, ce qui n'est pas déshonorant dans mon esprit.
Mais c'est du Hollande un peu mieux, ça n'est pas du tout un budget de mais transformation. vous savez, en matière de télévision publique, il y a des choses très simples à faire. Il y a des économies à faire. Par exemple, on a lancé il y a quelques années France O à la demande des députés et sénateurs d'outre-mer qui voulaient que les journaux télévisés d'outre-mer soient diffusés en France. Mais alors, c'était une chaîne qui coûtait 3 millions d'euros par an en diffusion. Eh bien, petit à petit, on y a ajouté des programmes. On est à 30 millions. Pourquoi ? On ne sait pas, parce que même les sénateurs et députés de ces régions ne veulent pas de cette télévision-là. France 4, pareil, c'était inutile, mais on l'a fait. Parce que, cela dit, quand vous êtes, moi j'ai été à l'intérieur de cette entreprise, quand vous dites des choses comme ça, simples, on rajoute ET, simplet, beaucoup plus compliqué que vous l'imaginez. Ça veut dire que vous avez raison, mais vous vous étouffez. Ou vous avez la variante qui est c'est beaucoup moins simple que vous le pensez. Hein. Ben, c'est ça, c'est le fait qu'il y a des choses qui sont évidentes à faire et on ne les fait pas. Pour moi, France O, c'est synonyme de ça. C'est 27 millions d'économies par an. En quelques années, cette télévision qui ne devait rien coûter s'est mise à faire des programmes inutiles. Parce que même pas demandés par cette population d'outre-mer. Et ça, vous ne pouvez rien contre ça. Et puis, il y a un dernier élément, si vous me permettez, enfin, en tout cas de mon point de vue, c'est qu'il y a une suspicion d'une partie de l'opinion publique sur, je dirais, la liberté, la pluralité qui est représentée sur le service public. Quand on apprend récemment que Éric Zemmour serait persona non grata sur un certain nombre de chaînes payées par la redevance... Dans l'émission, on n'est pas couché de leur Pensez bien qu'évidemment, un certain nombre de contribuables vont avoir du mal à vouloir et accepter je dirais, de bon cœur à payer une redevance pour des émissions dans lesquelles ils ne se retrouveront absolument pas. Quelques réactions sur les réseaux sociaux. Et si on privatisait, nous dit Fab, tout le monde ne serait pas obligé de payer. Sur le Figaro.fr, c'est écrit, nous dit « Je me dispenserai largement des chaînes publiques et je suis bien sûr que je ne suis pas le seul ». Et est-ce qu'il y a-t-il encore d'autres réactions ? Oui, il y a Olive sur le Figaro.fr qui nous dit comment ça se passe dans les autres pays d'Europe. Je crois que le principe de la redevance... Est-ce que s'il y a partout en Europe, alors ça je ne sais pas, je ne sais pas si quelqu'un a qu'en des lumières Allemagne, elle là-dessus. est plus chère qu'en France. Oui. En Grande-Bretagne, elle est relativement chère. Oui, je crois qu'elle est plus chère aussi. Mais le problème, la Grande-Bretagne, c'est différent. Il y a l'histoire de la BBC. Voilà. La BBC, c'est le symbole de l'égalité, de l'honnêteté. Elle sonne toutes les heures à Big Ben. Hein. Donc c'est très différent. On a voulu faire ça, mais la radio et la télévision publique en France, ce ne sera jamais la BBC. C'est pour ça qu'elle est contestée parfois et souvent critiquée, et pas toujours à juste titre, mais pas toujours à tort. Nous fêtons cette semaine les 60 ans de la Constitution de la Ve République qui établissait la prééminence du chef de l'État, élu, comme chacun sait, au suffrage universel, mais qui néanmoins amenait comme chef de gouvernement un Premier ministre. C'est l'article 20 de la Constitution. Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Vous vous souvenez de vos cours de droit public pour ceux qui en ont fait. Est-ce que ce Premier ministre, on en a toujours besoin ? Eh bien, il y en a un qui est persuadé du contraire, c'est François Hollande, l'ancien président de la République, qu'on ne présente plus. Lui, il le supprimerait bien, le Premier ministre, en tout cas le poste de Premier ministre. Regardez. Il faut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire le président de la République doit être le seul chef de l'exécutif. Donc plus de Premier ministre. Donc plus de Premier ministre, il faut qu'il y ait un Parlement qui ressemblera à bien des égards au pouvoir du Congrès américain, qui n'est pas rien dans un régime présidentiel, et un président de la République élu pour 5 ans, qui doit remplir son mandat et qui est forcément le chef de la majorité. Allez hop, Éric Descouty, on zigouille le Premier ministre, on n'en a pas besoin ? Plus ça va, plus je trouve qu'il ressemble à sa marionnette. Il a quelque chose je sais pas trop quoi en penser. Je trouve ça assez grotesque, quoi, en fait, qu'il était quand même président de la République jusqu'à l'année dernière. Oui, c'était il n'y a pas très longtemps. Donc il est encore non plus en fonction, mais il y a quelque chose de... Je sais pas, je trouve ça assez pathétique, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens aujourd'hui. En tous les cas, c'est comme ça, sur un coin de plateau télé, de dire on supprime le Premier ministre. Que n'y a-t-il pensé si tel était le cas pendant les 5 années de son mandat ? Et puis, les choses ne sont pas comme ça. On a une constitution qui fonctionne, qu'on remette en cause, qu'on discute. D'ailleurs, c'est assez dans l'air du temps aujourd'hui que de remettre en cause, de discuter notre 5e République, notre constitution. Pourquoi pas ? On peut en discuter. Mais sur un coin de table, comme ça, on supprime le Premier ministre et d'un seul coup, alors qu'il sait très bien, mieux que personne, que c'est tout un édifice, que c'est une construction. Je trouve ça drôle. Mais sur le fond, Nicolas Bouzou, il y a des arguments quand même, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, le vrai chef de l'exécutif, c'est le président. Donc pourquoi avoir ces deux têtes au pouvoir ? C'est utile justement, pour vous ? je pense qu'il y a un vrai sujet, mais que la question du Premier ministre est à côté du sujet. On a un vrai sujet, et à mon sens un vrai problème, de présidentialisation en France. C'est-à-dire qu'on est dans un système qui est très centralisé, je vais le dire autrement, le Parlement a peu de pouvoir,
et les collectivités locales ont peu de pouvoir. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose que l'on paye parce qu'au fond, tous les débats sont concentrés sur la personne du président de la République. Et d'ailleurs, on vient de le prouver, puisque les Français se plaignent trop. Alors tout de suite, c'est le psychodrame national. Le roi a parlé, et donc tout de suite, les médias sont mobilisés pour savoir si les Français ont raison de se plaindre ou pas. Et ça, je pense que c'est un véritable problème. Et donc moi, je plaide pour qu'on donne davantage de rôle au Parlement. Alors au passage, la réforme constitutionnelle du président de la République va dans le sens inverse, puisqu'elle va plutôt avoir tendance à réduire le rôle du Parlement, ce qui, à mon sens, est une véritable erreur. Et je pense qu'il faudrait aussi redonner de l'autonomie et de la responsabilité aux collectivités locales. Et là encore, on fait plutôt l'inverse, puisque quand on diminue les dotations aux collectivités locales ou quand on supprime la taxe d'habitation, on étatise en quelque sorte davantage les collectivités locales. Donc je pense qu'il y a un magnifique sujet qui pourrait faire l'objet d'un très grand débat dans notre pays, mais je crois que François Hollande le pose très mal. Le fait que celui qu'il pose peut-être ne plaide pas aussi en la faveur du sujet. Vous avez un point de vue sur cette question, Daniel Villallion ? Écoutez, moi, depuis que la présidente de la République a été réduite de 7 à 5 ans, je me disais qu'après tout, comme aux États-Unis, le président de la République ne pouvait pas être en recul de l'action de son gouvernement, qu'il n'avait pas forcément besoin d'un Premier ministre, effectivement. Et puis j'ai lu l'éditorial de Guillaume Tabar de ce matin, et j'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis parce qu'il m'a expliqué qu'en mai 68, s'il n'y avait pas eu de Premier ministre, le général de Gaulle aurait été en très grave difficulté et peut-être obligé de partir. Même chose pour François Mitterrand après des élections, je crois que c'était régionales désastreuses pendant son deuxième septennat. Même chose pour Jacques Chirac après son échec sur le référendum sur l'Europe. En 2005. Et à ce moment-là, il y a une soupape qui est le changement de Premier ministre, Pompidou, etc., etc. Et là, je me suis dit, c'est lui qui a raison, parce que ça reste une soupape qui ne met pas le président de la République en première ligne, comme ça pourrait l'être, maintenant que c'est un mandat de 5 ans qui correspond pratiquement au mandat des législatives des députés. Donc, depuis ce matin, j'ai changé d'avis. Donc, vous retrouvez sur le Figaro.fr le contrepoint de notre excellent confrère et ami Guillaume Tabar sur ce sujet. C'est titré « De l'utilité sous la 5e du Premier ministre ». On vous a posé la question sur Twitter, là encore. Vous supprimez ou vous ne supprimez pas le poste de Premier ministre ? Eh bien, c'est plutôt non, à 60%. De réactions sur le Figaro.fr. Rissercar qui nous dit « À chaque fois qu'on traficote la Constitution, ça empire les choses ». Et Théophile qui demande, comme Éric de Couty, pourquoi François Hollande ne l'a pas fait durant son mandat. Guillaume Bernard, votre point de vue sur ce sujet ? Je risque d'être un peu dur, mais c'est sûr que quand on a eu Jean-Marc Ayrault comme Premier ministre, peut-être qu'effectivement, il n'a pas eu le sentiment, François Hollande, d'avoir vraiment un Premier ministre. Bon, trêve de plaisanterie. Si on supprime le Premier ministre, on change de régime. Parce qu'on ne peut pas supprimer le poste de Premier ministre et rester dans un régime parlementaire où le gouvernement, avec à sa tête le Premier ministre, sert de fusible dans les relations entre l'exécutif et le législatif. Si on supprimait le Premier ministre, on passerait, dans ce cas-là, il faudrait supprimer le droit de dissolution d'un côté pour le président de la République, pour la Chambre basse, et de l'autre côté, que la Chambre basse ne puisse plus renverser le gouvernement. Autrement dit, on passerait dans un régime présidentiel. Le seul, c'est pas Charles de Gaulle qui avait défendu cette idée-là à la Libération, c'est Léon Blum. Alors, est-ce que l'origine de la pensée de François Hollande, ce serait la lecture des travaux de Léon Blum ? C'est possible. Bon, en tout cas, moi, je suis plutôt favorable à ce qu'il y ait un chef du gouvernement et qu'il n'y ait pas de convergence entre le chef du gouvernement, enfin qu'il n'y ait pas d'identité entre le chef du gouvernement et le chef de l'État. Pour permettre justement au chef de l'État d'être le chef de l'État, de ne pas être un chef d'une majorité parlementaire, de ne pas être le chef d'un parti, d'un clan, de ceux qui ont gagné les élections. Alors, vous allez me dire qu'un président de la République, il a forcément gagné une élection contre, je dirais, son concurrent. J'aurais bien des solutions constitutionnelles pour mettre le chef de l'État en dehors du jeu, je dirais, électoral. Revenir à des solutions d'il y a quelques décennies. Mais vous allez nous ramener le roi sur le trône. Mais par exemple, mais vous avez le droit, au hasard, c'est le duc un point de d'Anjou. vue. Mais enfin, mais au-delà de ça, je crois que de toute façon, même si nous restons dans les institutions telles qu'elles sont, le chef de l'État mérite, je dirais, de ne pas être directement dans le conflit politique, dans l'opposition politique avec l'opposition. Autrement dit, je pense qu'il est de mauvaise idée, par exemple, de vouloir que le chef de l'État, c'est dans la révision constitutionnelle envisagée, que le chef de l'État puisse aller devant les deux chambres réunies et qu'ensuite il y ait un débat.
Je vous rappelle que c'est depuis 1873 qu'on avait empêché le chef de l'État de s'exprimer directement devant les chambres. Alors ça, c'était pour contrecarrer le pouvoir d'Adolphe Thiers. Napoléon III bis. Voilà. Mais là, depuis la révision de Sarkozy de 2008, il peut y aller. Mais là, Emmanuel Macron veut non seulement qu'il puisse faire un discours, mais qu'il y ait ensuite un débat. Ça me paraît de très, très, très mauvais augure. Je vous entendais dire, Nicolas Bouzou, que le président de la République avait trop de pouvoir. Mais est-ce que ce n'est pas nécessaire? On fait souvent le constat que la France est un pays très difficile à réformer, qu'il faut le débloquer. Regardez l'exemple du général de Gaulle. On est dans une situation économique compliquée, politique et internationale, presque, avec le problème de l'Algérie. C'est un homme avec tous les pouvoirs qui a réussi à faire les réformes nécessaires. Oui, mais il ne vous a pas échappé que le général de Gaulle n'avait pas été élu à toutes les élections depuis 1958. Et donc, en réalité, je pense que ça n'aide pas, cette Constitution, elle n'aide pas à débloquer la France. D'ailleurs, vous voyez bien que la France est l'un des rares pays développés à traîner un certain nombre de problèmes structurels depuis des décennies. Des problèmes de chômage de masse, des problèmes de finances publiques. Il y a peu de pays qui traînent ce type de problème depuis des périodes de temps aussi longues. Donc je pense au contraire que pour que des réformes puissent s'installer durablement, il faut qu'elles puissent être discutées, rationalisé, il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs. Et ce que je dis là s'appuie sur des études qui ont été réalisées par les grandes institutions internationales qui ont montré que les pays, par exemple, qui avaient réformé le marché du travail le plus en profondeur étaient des pays dans lesquels les partenaires sociaux avaient un rôle important, des pays dans lesquels le Parlement avait un rôle important. Ça fait des discussions un peu plus longues, des discussions un peu plus compliquées, mais ça fait des réformes qui s'installent beaucoup plus dans le temps. On parlait de la fiscalité. Regardez l'ISF, les questions de l'ISF. Pourquoi est-ce que les gens qui sont partis à l'étranger, partis pour des raisons fiscales ne reviennent pas? Parce qu'ils savent très bien que si un prochain président de la République a une idée différente d'Emmanuel Macron sur la question de fiscalité du patrimoine, eh bien la fiscalité changera à nouveau. Et donc cette présidentialisation, elle donne une volatilité très grande à notre pays. Oui. Moi, je suis assez d'accord, ce n'est pas le problème du pouvoir du président de la République tel qu'il est défini par la Constitution. Aujourd'hui, c'est le problème de la question du pouvoir du Parlement, des partenaires sociaux, on le voit bien. C'est-à-dire qu'on a l'impression que partout, c'est un Parlement, vous l'avez dit, je crois, qui est à la botte du président, un Parlement qui ne sert pas à grand-chose, qui ne fait finalement qu'entériner des lois qui ont été décidées par le pouvoir exécutif. On a l'impression que le Parlement, que les contre-pouvoirs n'existent plus. Et je pense que ça s'est même accru ces derniers mois dans la pratique du chef de l'État. C'est ça le problème. Le problème, et François Hollande aurait été plus astucieux de parler de cette faiblesse, d'affaiblissement du Parlement notamment, mais pas que du Parlement. Les partenaires sociaux, on l'a vu, il y a le débat social aujourd'hui, les discussions sociales, elles sont quasiment nulles. Oui, mais est-ce que c'est la faute du président ou est-ce que c'est la faute des syndicats? Enfin, je pense en particulier à la CGT, à FO, qui n'ont de partenaires que le nom, puisqu'ils disent non à tout. La réforme constitutionnelle, je ne sais pas lequel d'entre vous l'a dit aujourd'hui, la réforme constitutionnelle va affaiblir encore plus le Parlement. C'est-à-dire que tout va, depuis 1958, dans le sens d'un affaiblissement du Parlement. Et les dernières années en particulier, en tous les cas cette dernière année en particulier. Donc on a besoin, quand on parle de démocratie, de plus de débat et de plus de créativité, il se passe plus de choses en Allemagne qu'en France, dans les assemblées scandinaves. Et n'oubliez pas, alors, je ne suis pas protestant, mais n'oubliez jamais qu'en Allemagne, le protestantisme est pour une part importante dans les discussions professionnelles syndicales. Les syndicats sont des syndicats professionnels, alors que nous, vous citiez à l'instant encore M. Martinez. M. Martinez, il est en 1958, bien sûr. Physiquement même. Mais il a l'air d'un délégué syndical de 1958. Donc, ce sont des syndicats politiques. Ils font de la politique, ils ne font pas du social. Et donc, la facilité, a priori, des syndicats en Allemagne, c'est que ce sont des syndicats professionnels. Voilà, c'est toute la différence. Alors, la CFDT entend le devenir, FO essaye de le devenir avec bien du mal, après l'avoir été d'ailleurs, on va revenir un peu en arrière, mais on en reste là. Donc on est face, le gouvernement et la majorité politique est toujours face à quelqu'un qui ne se place pas sur le terrain de l'économie, mais de la politique. Le grand soir arrivera demain, même s'il n'y a plus de grand soir. Guillaume Bernard, j'entendais votre référence tout à l'heure à l'Ancien Régime. Est-ce que finalement, ce n'est pas un bon compromis, celui qu'on a avec la Ve République, avec un président alors, effectivement, il est élu au suffrage universel et c'est le peuple qui remplace le Saint-Crème avec lequel le roi était oint, mais c'est la même logique, non ? Voilà, elle est très très large, votre question, elle est très dure. Mais vous savez, les partisans d'un régime de type classique ne sont pas nécessairement opposés au suffrage universel. Hein. Ceux qui bloquent
l'introduction du suffrage universel sous la Restauration, ce ne sont pas les légitimistes ou les ultras, ce sont pardonnez-moi, les libéraux, les orléanistes, qui veulent réserver le vote, je dirais, aux classes possédantes. Il est incontestable que la Ve République a été pensée par Charles de Gaulle et par Michel Debré, qu'il ne faut pas oublier, d'une manière, je dirais, assez équilibrée. Le discours de Bayeux, qui, je dirais, inventorie les différentes raisons qui doivent conduire à ce que le chef de l'État doive être, au-dessus des partis, qu'il faut se méfier des partis politiques qui ne défendent que des intérêts particuliers et pas le bien commun, et le fait que le gouvernement dispose d'une légitimité par sa nomination par le chef de l'État et non pas parce qu'il est investi par le Parlement, ça, évidemment, ça permet une certaine pérennité au système. Je crois que ce n'est qu'une apparence d'avoir un régime présidentiel. La Ve République est vraiment, institutionnellement, un régime de type parlementaire. Le problème, c'est que les Français ont intégré l'idée que la légitimité du président de la République plier, je dirais, les choix politiques. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le phénomène majoritaire, ce qui fait que le camp qui a gagné la présidentielle gagne les élections législatives, et donc ce qui fait que, dans le fond, l'apparence du régime présidentiel vient de ce que le Parlement connaît une discipline de vote et ne s'oppose pas au président de la République et à son gouvernement. Mais ce n'est pas un régime présidentiel au sens institutionnel du terme. Mais au moins, il a l'avantage, effectivement, de permettre, je dirais, de durer, même s'il a été révisé 24 fois, 24 fois quand même, 24 révisions. Est-ce que finalement, cette Constitution, elle n'a pas été faite par et pour un homme ? Oh, elle tient quand même toujours, on en est au point. Oui, d'accord, mais que si elle avait commencé avec François Hollande, elle n'aurait peut-être pas duré aussi longtemps. Mais elle a résisté à François Hollande, ce qui est peut-être la preuve de son efficacité. Quelques remarques de nos internautes pour finir. Il faut plutôt affaiblir les partis politiques pour éviter les votes mécaniques des députés Godillot, nous dit Iris Arca. Ça va tout à fait dans votre sens, Guillaume Bernard. Oui. Et Edfield qui nous dit, à l'heure actuelle, le président à peine élu ne pense qu'à se faire réélire. Et sur Facebook, Roger, même le président de la République est inutile, à part lui, il veut carrément enlever tout le monde. Il vient au pouvoir pour leur enrichissement personnel sur le compte des contribuables. Il nous reste quelques minutes pour parler de Charles Aznavour, à qui un hommage officiel a été rendu aujourd'hui. C'était dans la Cour des Invalides. Ce matin, sur France Info, le chanteur Michel Fugain avait une remarque que j'ai trouvée intéressante, qui est un petit peu en rupture avec la pensée dominante. Qu'est-ce que Charles Aznavour fout dans la Cour des Invalides? Ça n'a rien à voir. L'État confisque un grand artiste populaire. Est-ce que c'est pas... Il y a du vrai là-dedans, Éric de Couty, dans cette phrase? Je sais pas, moi je trouve pas. Moi j'adore Charles Aznavour, j'allais dire comme tout le monde. Et on a suivi son parcours. Charles Aznavour, je crois qu'il aimait bien être reconnu, et notamment il avait dit un jour qu'il adorait les décorations, qu'il en avait une pleine armoire, qu'il en était fier. Je trouve que on peut rendre un hommage populaire. Le peuple a rendu hommage depuis une semaine à Charles Aznavour, et aussi l'État qui rend hommage à quelqu'un qui est un grand homme. Donc je ne vois pas en quoi c'est contradictoire. Je crois que cette idée de récupération, tout ça, on dit ça. Je crois que c'est de la foutaise. Les gens sont assez grands pour se dire, pas parce que Macron ou un autre va aller rendre hommage à Charles Aznavour qui va gagner 3 points dans les sondages. Donc moi je crois que les Français, les Arméniens et peut-être le monde entier d'une certaine façon, parce que même aux États-Unis, rend hommage à Charles Aznavour. On écoute ses disques, on entend ses chansons depuis une semaine et ça fait du bien. Et puis qu'il y a l'État qui lui rend hommage aussi dans la Cour des Invalides. L'un ne va pas en contradiction avec l'autre. Daniel Bilalian. C'est vrai qu'au départ, l'enceinte des Invalides est plutôt réservée aux cérémonies militaires pour illustrer les héros ou bien briser l'épée de Dreyfus. Mais aujourd'hui, je pense qu'entre d'Ormesson et Charles Aznavour, c'est les représentants de la culture française qui ont été honorés dans la Cour des Invalides. Donc moi, je n'y vois pas de non-sens. Je peux comprendre, effectivement, mais bon, c'est ainsi. Non, la seule chose que je reprocherais par rapport au discours qu'a prononcé le président de la République, il a du mal avec
l'assimilation à la France. Il a parlé de Charles Aznavour, représentant de plusieurs cultures. J'aurais préféré qu'il dise ce que disait Aznavour. Lorsqu'on vient en France, on s'assimile ou on repart. Oui. Et le problème, et moi je fais partie, non pas de la communauté arménienne, nous n'aimons plus ce terme, nous disons les Français d'origine arménienne, parce que communauté, ça nous renferme. Les Français d'origine arménienne, moi, par mon père qui est arrivé après avoir échappé au génocide, on s'est parfaitement assimilés. On est venu ici. Et mon père disait, vous êtes ici. Rendez-vous compte de ce pays extraordinaire. Je vais vous raconter une anecdote. Il emmenait ses 2 fils, mon frère aîné et moi, voter dans la cour de la mairie du 9e. Et il disait, voyez le monsieur qui a la déesse noire là, si je vote contre, il s'en va ce soir. Moi, je viens d'un pays où même quand on dit bonjour, en souriant, on en prend une. Et je sors, je vais au bistrot, je dis De Gaulle, ceci, cela, et je reviens boire mon café demain. Voilà où vous habitez. Et voilà ce que j'ai envie de dire, moi, à tous ces gens qui se posent en victimes de l'immigration. Ce pays est extraordinaire, mais il faut du temps pour s'intégrer. Moi, mon père est arrivé dans les années 30. Moi, j'ai eu une petite carrière de journaliste après avoir loupé mon bac. Ma fille est enfin avocate, 70 ans. Voilà, nous sommes maintenant français. On apprend que gagner Billionaire à 70 ans, on n'y croit pas une seconde, mais enfin, c'est peut-être vrai quand même. Nicolas Bouzou, c'était la bonne place, la Cour des Invalides pour Non, c'est Aznavour? pas ça ce qui m'embête. Alors oui, la remarque de Michel Fugain m'est extrêmement sympathique parce qu'elle a un côté libéral qui me parle. C'est-à-dire qu'on a Un peu libertaire sur les bords Oui, aussi. non, mais je vois ce qu'il veut dire, qu'il y a une sorte d'étatisation des hommages et en même temps, vous avez évidemment raison, on peut aussi comprendre que l'État qui nous représente rend hommage à un de nos plus grands artistes. Non, par contre, ce qui m'embête, c'est qu'il y a une multiplication des hommages nationaux et je suis un économiste et je sais très bien que quand l'offre augmente, le prix diminue, la valeur diminue. Et ça, c'est quelque chose qui commence à me gêner un peu. C'est-à-dire qu'à force de vouloir rendre des hommages en permanence, eh ben, on va finir par diminuer la valeur de l'hommage. Et j'ai peur que désormais, dès que quelqu'un, qu'un grand artiste, qu'un grand scientifique décède, tout de suite, on se pose le débat de l'hommage national et quelle réponse sera apportée? Ce sera oui, bien évidemment, parce que sinon on risque de stigmatiser la personne récemment décédée. Voilà, donc Des Aznavour, il n'y en a pas tous les jours, il n'y en a pas mais beaucoup. bien sûr. On vous a posé la question sur Twitter. Auriez-vous aimé un hommage moins protocolaire pour Charles Aznavour? 61% répondent oui. Et quelques commentaires sur le Figaro.fr. Turing qui nous dit « Michel Fugain ne se préoccupe pas de ce qu'Aznavour aurait voulu ». Guillaume nous dit Aznavour faisait partie de la culture française, tout simplement. C'est une reconnaissance sobre, ajoute Blueberry Cake, c'est un pseudonyme probablement. Pourquoi n'a-t-on pas un autre lieu pour les artistes? Le parvis du Louvre ne serait-il pas mieux? C'est vrai pour Nicolas Bouzou, comme ça il pourrait faire une autre possibilité. Et Chantal nous dit j'aime profondément Charles Aznavour, mais je suis étonné qu'un hommage lui soit rendu aux Invalides, pourquoi pas à l'Olympia. On se souvient, Guillaume Bernard, qu'il y a eu un hommage populaire et immense rendu à Johnny Hallyday, mais ce n'était pas aux Invalides. Non, c'est sûr que le mélange des genres peut quand même peut-être un peu choquer. C'est-à-dire qu'effectivement, on risque de niveler et de ne plus savoir distinguer, je dirais, entre une œuvre artistique et intellectuelle d'Aznavour qui est incontestable, et puis, je dirais, les Invalides qui ont été créés, me semble-t-il, par Louis XIV pour justement rendre hommage aux soldats invalides et aux morts, évidemment, qui ont combattu pour le territoire. Cela dit, et Daniel Bilalian m'a retiré les mots de la bouche. Je crois que Charles Aznavour a eu des mots sur justement sa volonté d'être français, d'illustrer, je dirais, la culture française, sur le fait qu'il a pu faire cette œuvre grâce à la langue française, qui fait qu'effectivement, on peut considérer que, bien sûr, il est, je dirais, pas simplement un artiste, il a, je dirais, incarné tout ce phénomène d'assimilation, le fait de vouloir véritablement être français, se convertir d'une certaine manière à la France, à la langue française et à l'identité française. Et là, de ce point de vue-là, ça peut sans doute se comprendre. Mais alors là, du coup, évidemment, on s'aperçoit que le président de la République, là, est passé tout à fait à côté, justement, de cet aspect-là. Et c'est ça qui est peut-être dommage. C'est son problème. Oui. Qu'il y ait un hommage militaire rendu à un chanteur, est-ce que ça dit quelque chose de l'époque? Moi, ça m'a un peu amusé. Souvent, on considérait que les artistes étaient des gens qui étaient un petit peu en rupture avec le système, avec les institutions. Éric Non, Decoutier. je ne sais pas. Daniel parlait de sa fille. Moi, j'ai des enfants qui sont petits et qui découvrent Charles Aznavour à cette occasion-là.
Et je trouve que ça a du sens. Le fait que, ça n'a rien à voir avec l'aspect militaire, laquelle votre question, mais je trouve que l'hommage là, la solennité de ces hommages, de cet hommage et des autres, parle aussi aux générations successives. Alors, mes enfants comme d'autres n'auront pas besoin de ça pour découvrir Charles Aznavour, ils le découvriront parce que ça va de soi. Mais je trouve que ça parle aussi aux jeunes générations. Ça sacralise un événement, ça dit quelque chose, non pas de l'époque, ça dit quelque chose de l'auteur, de l'artiste et de sa grandeur. Eh bien, merci beaucoup, Éric. Écoutez, c'est une très belle conclusion. Je vous renvoie aussi au Figaro Magazine de ce week-end, où nous rendons bien sûr un hommage ô combien mérité à cet immense artiste qu'était Charles Aznavour et à ce très grand citoyen français aussi. Merci beaucoup à tous les quatre. Point de vue, c'est fini pour ce soir, mais nous revenons lundi, même heure, même endroit. Très bon week-end.